Que peut faire mon maire pour une ville plus sûre? C'est donc la thématique aujourd'hui de notre Dimanche en politique. Un sujet que vous connaissez bien, Marie-Cécile Gessan, bonjour. Bonjour. Merci d'être à mes côtés sur ce plateau de Dimanche en politique. Vous êtes maire d'Yverdroite de Sautron, c'est près de Nantes depuis 2008, élu municipal depuis 37 ans. Et vous avez choisi cette fois de ne pas vous représenter. Vous savez donc que le maire, sur ces sujets de sécurité, eh bien finalement, il a pas mal de pouvoir. Alors, il a pas mal de pouvoir, mais il ne peut pas agir seul, bien entendu. Il doit agir avec les forces de police, qu'elles soient municipales ou des forces de police nationales ou gendarmerie, et puis en lien également avec le préfet, voire le procureur parfois, lorsque c'est indispensable. Et c'est ce qu'on va voir au cours de cette émission. Bonjour Mylène Leroux. Bonjour. Merci beaucoup. Vous êtes, vous, professeur de droit public à Nantes Université. On va donc voir les points de droit plus précis sur ces compétences du maire. Et ce qu'on va voir, c'est que quand même, le législateur, il a fait du maire un acteur à part entière et important sur ces sujets de sécurité, notamment du quotidien. Oui, le maire a des pouvoirs importants en la matière, même très importants, mais finalement, ils sont aussi limités qu'ils sont importants. Et c'est ce qu'on verra également avec vous. Et puis on en parlera avec mon troisième invité, Sébastien Rocher, politiste et auteur de La police en démocratie, qui nous attend en duplex. On va vous retrouver dans un instant. Mais d'abord, ce sujet de la sécurité, il est devenu central en ville, mais aussi dans les campagnes, dans toutes les élections, et notamment les élections municipales. Mais vous, habitants, citoyens, électeurs, qu'en pensez-vous? Eh bien, Jérémy Armand et Laurence Couvent sont allés vous poser la question dans 2 communes du Maine-et-Loire. Regardez. C'est l'une des communes les plus étendues de France, 3 fois plus étendue que Paris, Chemillé en Anjou, issue de la fusion de 12 anciennes communes. Un territoire rural où la délinquance a augmenté de 40% entre 2019 et 2024, avec en particulier les escroqueries et les cambriolages qui ont doublé. Là, au bout de la rue, il y a une voiture qui a failli se faire cambrioler il y a quelque temps. En face, un voisin s'est fait cambrioler vers 12h30. Donc il y a beaucoup plus de cambriolages qu'il a fait quand même. C'est pour ça qu'on voit un peu plus de caméras sur les maisons. Moi, le premier. Les week-ends, il y a des gens qui font... Il y a des compètes de motos qui se traînent un peu dans les rues. Et ce qui fait que c'est très dangereux. Ils passent à fond avec leur moto. Ils ne regardent pas s'il y a des gens ou tout ça et ils font n'importe quoi. Je trouve que c'est relativement calme. Il y a peut-être des petits problèmes, mais pour moi, c'est vraiment pas majeur. Bon, il y a des petits incidents comme partout, je pense, mais ici, pas plus que d'autres. Je dirais même peut-être moins. Le Mai-sur-Èvre, paisible bourgade des Mauges, les habitants n'en reviennent toujours pas. Derrière ces façades tranquilles se cachait un vaste trafic de drogue opéré depuis des messageries cryptées démantelées au printemps 2024. Preuve que le trafic gagne du terrain, y compris à la campagne. C'était des jeunes de la commune et les amis des communes environnantes. Et c'était vraiment des gens dont il y en a que je connaissais les parents. Et ils n'ont rien vu. J'étais vraiment choquée parce que moi, dans ma tête, je me dis souvent que c'est plutôt dans des grandes villes. Et j'étais vraiment très stupéfaite de voir qu'ici, en campagne, on pouvait trouver des choses comme ça. Nous, personnellement, quand il y a eu cette affaire-là, on a mis des caméras devant notre maison parce qu'il y avait eu aussi des tentatives de cambriolage. Je sais que le parc pour enfants a été pris souvent pour être des zones de trafic. Donc il y a eu des caméras installées dans ces parcs-là. Il y a la gendarmerie qui patrouille. Et ça, déjà, ça sécurise aussi un petit peu. Et voilà, les trafics de drogue, les caméras de surveillance sur les propres maisons, ça n'est pas réservé qu'aux villes, on vient de l'entendre, mais également dans le milieu rural. Et on va en parler avec vous, Sébastien Rocher. Bonjour, merci donc d'être avec nous en duplex. Vous êtes, vous, politiste. Et la question que j'ai donc envie de vous poser, c'est qu'on a l'impression que la sécurité, c'est devenu le thème incontournable, notamment dans les élections municipales, depuis, 2-3 élections maximum. Depuis quand est-ce que ça l'est devenu? Est-ce que c'est plus ancien? Oui, c'est plus ancien. Il faut se souvenir, si on veut bien, qu'en 1980-82, il y a un rapport qui est rendu par un élu local qui est aussi député, Gilbert Bonnemaison, qui s'appelle Prévention, répression, solidarité, qui est rendu au Premier ministre. Et c'est l'analyse que font les élus locaux du besoin de répondre à leurs concitoyens et de prendre en charge ces demandes. Donc 1980, ça remonte voilà, à plus d'une quarantaine d'années.
Et donc, on avait déjà ça en tête. Ça l'est toujours, hein, parce qu'on va voir ces chiffres d'un sondage Odoxa qui est paru il y a quelques jours. C'était en décembre dernier pour Public Sénat et pour la presse régionale, qui montre que la sécurité reste la priorité numéro 1 des Français, 50% d'entre eux. Très loin, hein, devant les deux autres, l'offre de soins 35% ou la hausse des impôts locaux. Ça montre donc, Sébastien Rocher, que c'est toujours la préoccupation majeure des Français. Oui, alors c'est toujours une préoccupation. Bon, les sondages sont plus ou moins bien faits parce que sécurité, c'est très très vague. Ça comprend tout, depuis, on va dire, les incivilités jusqu'au terrorisme. Donc, il faudrait, je pense, être un petit peu plus précis dans les formulations. Mais oui, en fait, ça fait partie de la qualité de la vie. Et tous les gens qui ont des enfants ou des parents, ils sont non seulement soucieux de leur sécurité, mais ils sont aussi soucieux de la sécurité de ceux qui comptent pour eux. Oui. Et c'est ce qui fait que, eh bien, on va trouver des pourcentages de façon régulière en termes d'attente, hein. On a beaucoup de gens qui ont une attente de sécurité, Sauf que ce qui est Sébastien tout à fait Rocher, compréhensible. ces attentes, vous nous dites, elles ont toujours existé, mais que si on se réfère aux précédents sondages, les mêmes, hein, Odoxa, c'était 47% la sécurité en 2020, 32% en préoccupation en 2014. On a donc l'impression quand même que ça a monté. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez aussi, vous, Marie-Cécile Gessan, chez vous, sur votre commune ? Alors, c'est un sentiment qui est permanent, effectivement, qui est peut-être parfois exagéré, parce que dès qu'il y a un fait général, voire même national, les gens immédiatement se disent: est-ce que je suis en sécurité? Dès qu'il peut y avoir un petit cambriolage ou un plus important, ou une voiture volée, les gens se disent en insécurité. Après, je crois qu'il faut aussi relativiser. Tout n'est pas en insécurité. Moi, je fais partie d'une commune qui est considérée comme une des communes les plus sûres de la métropole, parce qu'on a mis les moyens aussi pour la rendre sûre. Une des communes les plus riches aussi. Oui, il faut le dire, Marie-Cécile Gessan, y compris de Loire-Atlantique, même Sautron. Hein. Alors, une des communes les plus riches pour sa population, pas nécessairement pour la collectivité, mais une des communes, effectivement... Et pour le niveau moyen de revenus de ses habitants. De ses habitants, oui, tout à fait. Mais moi, je pense que ça n'intervient pas dans la sécurité, là. J'ai quand même 17% de logements sociaux aussi. Après, il ne faut pas non plus stigmatiser aussi, parce que c'est un peu le tort qu'ont certains de nos concitoyens de stigmatiser les logements sociaux. L'insécurité, elle se retrouve effectivement dans le milieu des logements sociaux, mais elle se retrouve aussi dans le milieu des familles aisées, etc. Moi, j'ai un pourcentage égal entre les deux. Et notamment en milieu rural, on a pu le voir aussi. Tout à fait. Alors, le principe de cette émission, je vous l'expliquais en tout début, c'est de répondre aussi à des questions très concrètes sur la sécurité et ce sur quoi le maire peut vraiment intervenir. Et là, je me tourne vers vous, Mylène Leroux. Je rappelle que vous êtes professeure de droit public à Nantes Université. Je vais donc vous poser un certain nombre de questions. La première, le maire a-t-il vraiment des pouvoirs de police ? Oui, le maire est d'abord autorité de police administrative. C'est une police préventive de maintien de l'ordre public et il peut donc, à ce titre, adopter des mesures qui visent à assurer la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique. De quelle façon? Par quel En biais? adoptant des arrêtés municipaux. D'accord. Toutes les activités qui sont de nature à menacer l'ordre public peuvent être, en tout cas toutes, pas toutes, mais une certaine partie de ces activités peuvent être limitées, parfois interdites, mais c'est vraiment la mesure extrême. Et ça, c'est la police administrative, mais ce qu'on sait peut-être moins, c'est que le maire, il est aussi officier de police judiciaire. Ça veut dire quoi? Qu'il peut mener des enquêtes, parce que c'est ce qu'on a en tête quand on pense à la police judiciaire? Oui, le maire et ses adjoints sont officiers de police judiciaire. C'est prévu par le Code général des collectivités territoriales, qui renvoie au Code de procédure pénale. Et donc, ça signifie que le maire et ses adjoints peuvent adopter des mesures qui s'inscrivent dans le cadre de la commission d'une infraction pénale et qui s'inscrivent dans le cadre de la procédure pénale. C'est-à-dire qu'ils peuvent rechercher les auteurs, dresser des procès-verbaux pour les infractions, rechercher les auteurs et puis rechercher également les preuves. Mais ça, on est bien d'accord que c'est dans les textes, parce que dans les faits, Marie-Cécile Gessan, vous n'avez jamais mené d'enquête en tant que maire. Non, je n'ai jamais mené d'enquête. Après, on peut constater, par exemple, un décès à domicile, mais dans ces cas-là, on prévient immédiatement les forces de police ou de gendarmerie pour être accompagnés là-dessus. Et on ne fait pas, c'est pas nous qui faisons les enquêtes, c'est la gendarmerie ou la police nationale. On est bien d'accord, Mylène Leroux, un policier, c'est pas un enquêteur.
Malgré qu'il non, soit alors c'est prévu dans les judiciaire. textes, c'est autorisé par les textes, mais c'est un pouvoir qui est quasiment tombé en désuétude parce que les maires ont beaucoup d'autres choses à faire. Et puis, ils ne sont pas tous, en tout cas, quelques-uns peut-être, mais ils ne sont pas formés à la procédure pénale qui est extrêmement précise. Et donc, voilà. Et donc, ils vont déléguer ce pouvoir, et on le verra dans le détail sur certains points notamment, eh bien, soit au procureur, soit aux forces de l'ordre. Autre question très précise, Mylène Leroux, est-ce que le maire peut instaurer un couvre-feu comme il le veut ? Alors, il peut l'instaurer, mais pas comme il le veut. Il y a eu plusieurs contentieux relativement à des arrêtés couvre-feu adoptés par des maires. Alors, il y a eu plusieurs arrêts du Conseil d'État en 2001 notamment un qui validait un couvre-feu dans la ville d'Étampes, notamment parce que le maire avait circonscrit le couvre-feu, d'abord aux mineurs de moins de 13 ans, la nuit, et dans certains quartiers seulement. Mais en 2018, le maire de Béziers a adopté un arrêté de couvre-feu, encore des mineurs de moins de 13 ans, et cette fois-ci, le juge l'a annulé parce que la municipalité de Béziers n'avait pas pu faire état d'une augmentation de la délinquance liée à ces mineurs de moins de 13 ans. C'est donc possible, mais il faut justifier et on ne peut pas le décider du jour au lendemain. La sécurité, c'est pas seulement la délinquance, et vous en savez quelque chose, Marie-Cécile Gessan, c'est aussi les incivilités qui, entre guillemets, pourrissent le quotidien de certains habitants. Je pense au stationnement gênant, au bruit, aux nuisances entre voisins, et aussi beaucoup autour de la circulation. Alors, est-ce qu'un maire, Marie-Cécile Gessan, peut mettre en place des contrôles de vitesse ? Est-ce que vous faites ça, vous, par exemple ? Oui, on peut mettre en place des contrôles de vitesse. C'est souvent des contrôles de vitesse qui sont mis en place conjointement par la police municipale, puisque j'ai une police municipale, et par la gendarmerie, puisque je suis sous couvert de la gendarmerie. Je peux prendre des arrêtés de circulation aussi, ou d'interdiction, ou de limitation de vitesse, par exemple. Et vous pouvez verbaliser des automobilistes ? Alors, moi, pas verbaliser, ma police municipale peut verbaliser, mais c'est toujours aussi en lien avec la gendarmerie. Mais on peut verbaliser pour des cas très précis, de stationnement par exemple sur une place handicapée, alors que la personne ne l'est pas, ou de stationnement sur un trottoir, alors qu'un véhicule n'a pas à se stationner sur un trottoir. Autre fait qui se multiplie dans notre région, notamment à Nantes, on l'a vu, mais aussi à Angers, je pense à Avrier par exemple, tout près d'Angers, ce sont les rodéos sauvages. Mylène Leroux, que peut faire mon maire contre des rodéos sauvages ? Alors, il faut savoir que les rodéos sauvages, alors la loi les appelle les rodéos motorisés, et les rodéos motorisés, le législateur s'en est saisi en 2018, et on a fait un délit pénal, condamné de peine d'emprisonnement et d'une peine de 15 000... 6 mois de prison et 7 500 € d'amende. Oui. Et donc c'est un délit. Et ce que peuvent faire les maires de ce fait, c'est signaler ces délits au procureur de la République, et même ils doivent le faire en vertu de l'article 40 du Code de procédure pénale, et puis alerter les forces de l'ordre sur les points. Mais lui-même, avec sa police municipale, ne peut pas grand-chose. On va en parler d'ailleurs. Non, parce que justement, c'est un délit. Et les agents municipaux n'étant pas officiers de police judiciaire, ils ne peuvent pas dresser de procès-verbaux contre les délits. Alors, on va y venir dans un instant à la police municipale. Mais j'aimerais vous poser des questions, 2-3 questions très rapides, Mylène Leroux. Je vous demanderai d'y répondre, mais vraiment en 10-15 secondes, si c'est possible. Mon maire peut-il limiter les manifestations pour des raisons de sécurité ? Oui, il le peut. Les manifestations sont soumises à un régime d'abord de déclaration préalable. Donc, les manifestations doivent être déclarées en mairie, parfois en préfecture, ça dépend des communes. Donc il peut les interdire s'il le veut. Alors oui, mais l'interdiction, c'est toujours la mesure la plus extrême. Et donc pour interdire une manifestation, il faut qu'il y ait des risques de troubles très graves. Et qu'il doit justifier. Je continue, je m'excuse, mais j'ai un certain nombre de questions. Le maire peut-il imposer des fouilles lors d'événements publics ? Sur les fouilles... Alors, pas de fouilles au corps. Le maire, lors d'événements publics, peut organiser un service d'ordre qui va vérifier dans les sacs. Parce que la fouille au corps, c'est réservé aux officiers de police judiciaire. Donc oui. ça, il ne peut pas le faire. Les surveillances des sacs, par exemple, lors des grosses manifestations, suite effectivement aux problèmes d'attentats, etc. Mais les palpations, ça, c'est pas possible. On n'a pas le droit. Ça n'est pas possible pour vous. Le maire peut-il utiliser des drones pour surveiller la ville ? Alors, je dirais oui, avec des limites. Et c'est récent, parce que c'est une loi de 2022, complétée par un décret de 2023, qui
autorise l'utilisation de drones à des fins de sécurité publique, mais il faut que la demande soit faite au préfet. Et le préfet ne peut l'autoriser que s'il n'y a pas de mesures moins intrusives que le drone. Mais il ne peut pas l'utiliser au quotidien. Hein. Non. Le drone, c'est pour des raisons très précises, par exemple ça, des manifestations. Exactement. Mais il ça ne doit peut pas être pour des missions de sécurité publique extrêmement précises. Parce qu'on a vu un certain nombre de communes qui avaient essayé. Hein, oui. Je pense à Étampes, à Compiègne, qui avaient essayé. Et le Conseil constitutionnel a dit pas question, c'est réservé à la police nationale et aux gendarmes. La question qui se posait peut-être dans le passé quand on pense à la sécurité dans les communes, c'est est-ce que mon maire peut créer une police municipale ? Là, j'ai envie de vous dire, Sébastien Rocher, on vous retrouve en duplex, que cette question, elle n'est plus du tout d'actualité. Aujourd'hui, 92% des communes de plus de 5000 habitants ont une police municipale. Oui, c'est une grande transformation. Dans les années 80, il y avait en France des polices municipales, mais il y en avait peu. Et on a vu dans les 40 dernières années, les maires remettre sur pied ces services. Ils en avaient le droit, ils ne l'utilisaient plus, mais ils en avaient le droit. Et ils ont remobilisé des services entiers. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on va trouver beaucoup de communes qui ont des polices municipales, mais la plupart n'ont pas vraiment de police municipale. Ils ont quelques agents, ce n'est pas véritablement un service. Donc il y a surtout les grandes communes du sud de la France qui ont des polices municipales, disons, voilà, De structurées. grande envergure, plusieurs centaines effectivement de policiers municipaux. On pense notamment à Nice. La question de la police municipale, on voit qu'elle ne fait plus beaucoup débat dans les communes. Celle qui continue à cliver, c'est celle de l'armement des polices municipales. C'est possible, en un mot, Mylène Lerouge, on va être très rapide, mais avec des garde-fous. Vous parlez d'armes létales ? D'armes létales, oui, pardon. Oui, c'est possible, effectivement, c'est prévu par le Code de la sécurité intérieure. Il y a certaines armes, dont des armes létales, dont les policiers peuvent être dotés, la police municipale. Il faut, là encore, que le maire demande et obtienne l'autorisation du préfet de département. Et l'autorisation, elle est individuelle pour chaque agent. Pour chaque agent qui doit être formé de façon très spécifique. Ça a été votre cas, hein, Marie-Cécile Gessan. On en parlera dans un instant. Mais d'abord, j'aimerais qu'on voit l'exemple d'une commune, d'une ville, même on peut le dire, hein, de notre région, même si une ville est une commune, c'est Saint-Nazaire. Pourquoi ? Eh bien parce que dans cette ville, le maire socialiste sortant, David Samsa, avait toujours dit non à l'armement avec des armes létales de sa police municipale. Il a changé d'avis il y a un an. Et nous sommes allés le rencontrer avec les autres candidats à ces élections municipales. C'est un reportage de Myriam Enguenor et de Christophe François. Dans la cité navale de 75 000 habitants, la police municipale fêtera bientôt ses 10 ans d'existence. Aujourd'hui, 23 policiers municipaux patrouillent dans les rues de Saint-Nazaire de 8h à 23h par équipe de 2 ou de 3. Ils sont équipés de caméras, de bâtons télescopiques, de bombes lacrymogènes et de tasers. Et dans quelques mois, la police municipale de Saint-Nazaire sera armée. Des agents sont déjà en formation. Une décision prise par le maire socialiste de la ville, candidat à sa réélection. Un vrai revirement. L'élu socialiste dit avoir beaucoup consulté, s'être informé, notamment auprès de villes de gauche de population équivalente. Il a pris seul la décision en avril dernier. Les policiers municipaux sont venus me demander cet armement. Pour faire face, on le voit bien, l'insécurité augmente, on voit que les circulations d'armes existent, y compris à Saint-Nazaire. Et puis j'ai découvert aussi que nos policiers municipaux, plus de 80% d'entre eux, avaient déjà apporté une arme. Je réclame toujours des effectifs de policiers nationaux, mais la police municipale remplit des éléments de tranquillité publique, de police de proximité, auxquels je tiens, mais il est hors de question de les mettre en danger. Une position que ne partage pas Violaine Lucas, ancienne adjointe à la prévention de la délinquance et à la tranquillité publique au début du premier mandat du maire actuel. Elle présente aujourd'hui une liste d'unions de gauche réunissant insoumis, écologistes et communistes. Une police municipale, elle n'a pas à être la sous-traitante ou elle n'est pas là pour combler les défaillances de l'État dans la police nationale ou dans les moyens de la justice. Une municipalité, elle peut travailler sur la prévention, l'accompagnement et l'insertion. C'est sur ces axes-là qu'il faut qu'on travaille, mais qu'on travaille de façon collaborative, contractuelle, avec les autres acteurs de la police, de la justice, mais aussi de la prévention de la délinquance et d'autres partenaires qu'on peut choisir, comme ceux de l'éducation. L'armement n'est plus un sujet pour le candidat de la droite et du centre. Il veut doubler les effectifs policiers, mais pas seulement.
Rendre la police plus dissuasive, c'est aussi faire des investissements, c'est-à-dire créer un centre de supervision urbain, ce qu'on appelle un CSU, un centre qui permet effectivement de regarder les caméras qui sont posées sur la ville. Aujourd'hui, 85 caméras, c'est très insuffisant. Il faut aller au-delà de 300 caméras. Une ligne que partage le candidat du Rassemblement national, conscient des coûts financiers de telles mesures. Nous, en termes de sécurité, on a l'intention d'augmenter les effectifs de policiers municipaux. On ne va pas augmenter de 50 parce qu'un policier municipal, ça coûte 50 000 € à l'année. Donc on ne pourra pas augmenter, il y a les contraintes budgétaires, donc ça va avec, mais au moins entre 10 et 15 policiers municipaux. La sécurité sera l'un des thèmes des élections municipales ici à Saint-Nazaire, mais le logement et la santé seront aussi au cœur des débats dans une ville qui devrait passer de 75 000 à 80 000 habitants à l'horizon 2030. Et je précise qu'à Saint-Nazaire, Eddy Le Belair se présente également aux élections municipales pour Lutte ouvrière, ainsi que Denis Lambert qui sera à la tête de la liste Saint-Nazaire-sur-Mer 2026. Sébastien Rocher, l'armement de la police municipale, ça a longtemps été une ligne rouge absolue pour la gauche. On voit que c'est fini à Saint-Nazaire, mais également à Bordeaux, à Montpellier, à Saint-Denis. Il y a des villes qui résistent encore, je pense à Nantes, par exemple dans notre région, mais également Rennes, Grenoble ou Lille. On se souvient qu'autrefois, elles étaient opposées à la vidéoprotection, qui ne crée plus beaucoup de polémiques non plus. Est-ce qu'elles vont devoir venir, elles aussi, à l'armement des polices municipales, ces villes de gauche ? C'est la tendance. Les élus de gauche, ils sont assez craintifs et ils ne sont pas capables de formuler une alternative aux propositions de la droite. Donc leur tactique, c'est de faire la même chose que leur opposition. Et en faisant ça, ils imaginent qu'ils vont en fait supprimer les points de critique auxquels ils pouvaient donner prise. Donc c'est une tactique. Voilà, ils vont montrer les signaux de fermeté que sont le nombre d'agents et le nombre de caméras. Donc en fait, c'est sur les symboles politiques et ils se rallient à l'utilisation de ces symboles. Les maires choisissent d'armer leur police, dites-vous, pour envoyer un message. C'est plus un message finalement qu'une utilisation effective, parce qu'on entend assez rarement, même pratiquement jamais, des policiers municipaux dire qu'ils ont utilisé leur arme, en tout cas de façon létale, et heureusement, parce que ce qu'il faut préciser, Mylène Leroux, c'est que les policiers municipaux n'ont pas du tout les mêmes prérogatives que les policiers nationaux. Ils ne peuvent pas exercer les mêmes choses sur la voie publique. Non, parce qu'ils ne sont pas officiers de police judiciaire. Ils peuvent constater un certain nombre d'infractions et dresser des procès-verbaux, mais uniquement aux arrêtés du maire, les contraventions au code de la route et puis certaines contraventions au code de l'environnement. Mais ils ne peuvent pas mener d'enquête, par exemple. Et je pense à quelque chose qui revient et qui est de plus en plus prégnant dans toutes nos grandes villes. Ce sont bien sûr les trafics de stupéfiants. Est-ce qu'un maire, Marie-Cécile Gessan, Mylène Leroux, peut fermer, par exemple, un commerce soupçonné de trafic de stupéfiants ? Alors, je ne peux pas fermer un commerce soupçonné de trafic de stupéfiants, mais mon devoir est de signaler immédiatement, soit au procureur de la République ou aux forces de police nationale ou de gendarmerie, cette problématique que ma police municipale peut avoir constatée ou que j'ai pu constater moi-même. Il faut faire un signalement. Je ne peux pas le fermer. Je ne peux le fermer que sur des questions de salubrité et d'hygiène. Parfois, on peut utiliser des arguments un peu détournés. Oui, mais la première chose à faire, c'est de prévenir immédiatement les forces de police. Je voudrais revenir 2 minutes sur l'armement de la police municipale. Il faut savoir que les policiers municipaux sont en général les premiers à intervenir sur des faits, parce qu'ils sont le plus près. Les gendarmes couvrent plusieurs communes, ne sont pas toujours présents immédiatement. Et en plus, la formation de la police municipale aux armes létales est extrêmement rigoureuse et vraiment très régulière. C'est ce qui fait que vous, dans votre commune, vous avez choisi d'armer vos policiers municipaux dès 2016. Ça fait déjà 10 ans. J'aimerais revenir quand même au pouvoir des policiers municipaux par rapport aux policiers nationaux. Je rappelle quand même qu'il y a 300 000 policiers nationaux en France, 30 000 policiers municipaux. Ça veut bien dire que la force aussi de frappe, entre guillemets, sur le terrain pour les enquêtes ou pour les constatations, elle est du côté de l'État et de la police nationale. Marie-Cécile Gessan, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, en tant que maire, si on vous signale un délit ou, par exemple, je pense au trafic de drogue, vous dites je ne peux pas fermer, finalement vous êtes assez impuissant face à ça. Alors, et c'est souvent le maire qu'on sollicite pour ce genre de choses. Je ne peux pas fermer, sauf si je me base sur quelque chose de sanitaire ou d'hygiène. Vous nous disiez. Je prends ce prétexte pour fermer immédiatement. Par contre, je dois signaler immédiatement. Après, c'est aussi la police municipale, de par les rondes qu'elle fait très régulières, qui peut s'apercevoir de certaines choses et qui justement peut
peut me signaler, il y a un problème, on trouve qu'il y a beaucoup de passages, etc. Mais est-ce que vous dites, j'aimerais que ma police municipale, ou même de façon plus large, les policiers municipaux, ils aient plus de pouvoir? Moi, je pense qu'il faudrait que les policiers municipaux aient un peu plus de pouvoir, parce qu'aujourd'hui, on constate quand même une chose, c'est qu'on a de moins en moins de police nationale ou de gendarmes sur les communes, et il faudrait donner un petit peu plus de pouvoir aux policiers municipaux. Alors après, je le dis bien, ce ne sont pas des cow-boys, ce sont des gens qui sont formés régulièrement, en particulier sur l'arme, encore une fois. Et vous dites que ce serait justifié. Il nous reste moins d'une minute, Sébastien Rocher. C'est un petit peu la tendance du législateur qui envisage dans les mois à venir, le gouvernement, s'il reste en place, de renforcer les pouvoirs des policiers municipaux. Il nous reste quelques secondes. Oui, en fait, le gouvernement fait ça pour des raisons purement économiques, c'est-à-dire que comment faire pour mettre des policiers sur le terrain? Soit c'est le gouvernement central qui les paye, soit c'est les autorités locales. Et devant la crise fiscale, le choix qui a été fait depuis une vingtaine d'années, c'est de dire aux maires, en fait, de payer l'addition de la sécurité du quotidien. Et donc, c'est une tendance qui peut-être évoluera et qui fera que peut-être le maire, par sa police municipale, aura plus de pouvoir encore qu'il n'en a déjà sur ces questions de sécurité. On a vu qu'il pouvait faire donc beaucoup, mais pas tout. Et qu'en tout cas, Marie-Cécile Gessan, vous nous le confirmez, c'est toujours en collaboration avec, bien sûr, les forces de l'ordre, police ou gendarmerie, ou justice avec le procureur. Merci beaucoup aux uns et aux autres d'avoir été à mes côtés sur ce plateau de Dimanche en politique. J'espère que nous avons répondu aux questions que vous pouvez vous poser à 2 mois des élections municipales sur ce sujet central de la sécurité. La semaine prochaine, ce sera un autre sujet. Que peut faire mon maire contre les aléas climatiques? Et c'est Maxime Jaglin avec ses invités qui y répondront. Je vous souhaite une excellente journée.